présentation, professeur Roujman Ouidet. Bonjour tout le monde. Donc, je remercie M. Hida et les organisateurs de l'APF aussi de m'avoir cette opportunité à joindre cette session d'urgentologie pédiatrique. Et donc, j'enchaîne avec une série de cas cliniques du CHU de Fès. On peut commencer? Alors, je commence par le petit Walid qui est âgé de 2 ans et donc qui était ramené par ses parents en état d'agitation. Donc, déjà, sur la photo, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué certaines anomalies, si vous avez déjà une orientation. Oui, je l'ai choisi effectivement pour ses beaux yeux. Alors, Walid, il est unique de sa famille, il a une période néonatale sans incident, un statut vaccinal incomplet, il n'y avait pas de vaccination récente, il a un bon développement staturopondéral et un bon développement psychomoteur. Alors, l'histoire de sa maladie, elle remontait à 1 semaine avant son admission par une fièvre et une toux pour laquelle elle était mise sous amoxicilline par automédication. Et l'évolution, elle était marquée par le changement du comportement et une agitation intense. Alors, quand on reçoit le patient, il était apérétique, sa glycémie était correcte. Il avait une détresse respiratoire du 10e, mais avec une saturation correcte, une fréquence respiratoire 38. Alors, il était tachycarde, mais il était stable sur le plan hémodynamique, c'était en rapport avec l'agitation. Mais il était sur le plan neurologique, il était ralenti, avec une GSS à 11. Et surtout, ce qui nous a marqué, c'est un état d'agitation intense. Il tapait des mains de tous côtés, il arrachait tout, il ne se laissait pas examiner, il n'était pas consolé par les parents. Elle avait un mauvais contact, n'avait pas de raideur ménagée, pas de signe de focalisation. Et vous remarquez au niveau des yeux, c'était des opacités cornéennes en bilatéral. Non, qui ne préexistent. Non, oui. Alors, on termine l'examen clinique. Ce n'est pas très clair, mais vous voyez qu'elle a une chéliite qui est croûteuse hémorragique au moindre contact, qui saigne au moindre contact. Et à l'examen cutané, elle avait des macules hyperchromiques diffuses au niveau du visage et un peu au niveau du train, avec une fine dyschromation. Et le reste de l'examen, elle était normale. Alors là, atteinte neurologique, atteinte cutanée, atteinte oculaire, pour le bilan. Donc, elle avait sur l'hémogramme une bicytopénie avec une hémoglobine à 9, une lymphopénie à 910, une hyponatrémie à 129, une petite insuffisance rénale avec l'urée 0,7, une créatinine à 12, une petite cytolyse. Alors l'APL, elle était positive après dominance lymphocytaire avec les PCR virales au niveau du LCR qui était négatif. On avait réalisé une IRM le jour même de son admission qui était normale. On a complété l'EEG qui montrait une activité de base ralentie, mal organisée, avec des anomalies prédominantes au niveau à droite. L'examen ophtalmo, c'était des ulcères cornéens bilatérales. Alors, en cette période d'épidémie, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de difficultés à poser le diagnostic. C'était un tableau de rougeole. Donc, on a complété par une sorologie de rougeole IgM qui était positif. Et donc, on a mis le patient sous immunoglobuline à 12 grammes kilo par jour pendant 2 jours. Elle avait bien évolué. Alors, tout simplement parce qu'au fait, nous, on est en période d'épidémie, donc on a géré beaucoup de cas, on a eu beaucoup de cas, donc on était un petit peu que sur le plan cutané, déjà orienté vers la rougeole. Donc, les troubles de comportement, c'était en rapport avec son encéphalite aiguë et avec une complication oculaire. Donc, je rappelle tout simplement que l'éruption de la rougeole, on a remarqué que l'éruption de la rougeole, en fait, là, au milieu, c'est l'éruption un peu typique, classique, qu'on connaît tous, et le diagnostic, il est simple, morbilliforme, descendante, avec l'atteinte rétro-oculaire, sauf que cette éruption, elle peut être très érythémateuse, comme le petit là à gauche, mais des fois, elle est rose pâle, elle est discrète, elle est fugace. Et donc là, ça pose, les parents ne peuvent même pas se rendre compte, mais le fait de trouver chez le petit, elle avait là, c'est à la phase, c'est pas très clair, je suis désolée, mais bon. Mais là, vous voyez très bien qu'au niveau du pourtour, et l'éruption de la rougeole, elle prédomine au centre, au niveau médiofacial. C'est le contraire de la dermatite atopique, c'est surtout au niveau médiofacial et qui laisse place à une fine desquamation et des macules hyperchromiques. Bon, là, donc, elle avait l'atteinte neurologique, l'atteinte cutanée, l'atteinte oculaire et la lymphopénie, elle est pratiquement quasi constante dans les cas de rougeole. Donc, elle avait aussi une bicytopénie avec une lymphopénie à 610. Et donc là, c'est une urgence
épidémiologique et j'espère que les choses vont s'améliorer bientôt. Et donc, c'était une rougeole compliquée d'encéphalite aiguë et d'ulcération cornéenne bilatérale. Alors, le deuxième, c'est un petit de 6 mois qui était admis pour déshydratation. C'est une admission au cours de la garde, donc pour un tableau de déshydratation. Donc, il est né à terme avec une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Le poids de naissance, il était à 3,2 kg. Il était sous allaitement mixte depuis la naissance. Son statut vaccinal, il est incomplet. La maman, dans ses antécédents, nous racontait qu'il vomissait depuis 2 mois. Mais 4 jours avant son hospitalisation, elle avait installé une diarrhée liquidienne verdâtre à raison de 4 à 5 selles par jour. Et il y avait l'accentuation, l'aggravation des vomissements, mais qui restait toujours alimentaire. Donc, il était admis pour l'équipe de garde pour une déshydratation. Donc, ils ont placé une voie veineuse, ils ont mis sous remplissage un schéma de réhydratation, donc un tableau de gastroentérite compliqué d'une déshydratation modérée. Alors, l'examen le lendemain, en fait, ils avaient demandé un bilan, mais qui était là encore sans particularité. L'hémogramme était correct, ionogramme correct, la CRP négative. Ils avaient demandé une virologie des selles qui est revenue par la suite en faveur d'un rotavirus. Le lendemain, en fait, quand on fait notre visite matinale, on examine l'enfant, on tombe sur ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il est cyanosé. Il est cyanosé. Effectivement, ce qui était très frappant, c'est qu'il était bleu. Mais en fait, il était bleu surtout au niveau buccal, au niveau des extrémités. Et là, effectivement, c'est vrai, sur les diapos, on ne voit pas très bien, mais directement sur l'écran, on voit très bien cette différence. Elle a des mains très cyanosées. Elle avait des marbrures, un ton de recoloration qui est allongé. Et au fait, à la palpation, les mains, ils étaient vraiment glacées. On a tous examiné des extrémités froides, mais celui-là, je me rappelle très bien, ses mains étaient très, 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 très froides. Alors, que présente ce petit? Les organes génitaux externes sont corrects. L'examen, il est normal. Donc, l'examen à ce moment-là, donc H8, après la réhydratation, il est dans cet état. Il est apéritique, son poids il est correct par rapport à son âge, donc la glycémie il est correcte. Sur le plan neurologique, il était bien, il avait un bon contact, un GSS 15, la fontanelle normotendue. Alors sur le plan respiratoire, il était stable. La saturation, je ne l'ai pas mis, mais parce qu'il ne s'affichait pas. Tellement il était en vasoconstriction sévère que la saturation, il ne voulait pas s'afficher. Il était tachycarde, un ton de recoloration très allongé, des extrémités froides, des marbrures, une tension à 60, limite inférieure, 75, 46, limite. Alors, il n'avait pas de signe d'insuffisance cardiaque, il était oligurique. On ne retrouve pas des plis de déshydratation, on ne voit pas qu'il a des signes de dénutrition parce que la maman nous racontait que ça fait 2 mois qu'il vomissait et que ça s'est aggravé 1 semaine avant l'admission. Donc, l'examen abdominal, les organes génitaux externes, normal, et les orifices herniaires étaient libres. Sténose hypertrophique du pylore, mais on n'a pas de signe de dénutrition. Et pourquoi il serait dans un état instable sur le plan hémodynamique? Un CHU, elle avait déjà eu un bilan qui était correct. L'hémogramme, il n'y a pas d'anémie, il n'y a pas de thrombopénie, la fonction rénale, elle est correcte. On ne l'a pas fait. Normal. Ben, je vais vous dire normal. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est instable sur le plan dynamique. Il est tachycarde. Il a des extrémités froides. Il est marbré, un ton de recoloration allongé. C'est un tableau d'état de choc. Mais en fait, c'est un tableau d'état de choc, mais j'avais du mal à étiqueter quel type d'état de choc. Hypovolimique, ça ne colle pas. Il est rentré pour une déshydratation modérée 8 heures après réhydratation pour qu'il serait dans cet état. Cardiogénique, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque. Septique, il est apéritique et puis ça nous posait pas de prise de toxique. Radiothorax normal. Normal. C'est un état de choc obstructif ce qui reste, mais sur quoi? Parce que là, effectivement, on est bien d'accord qu'il est en état de choc. Quel type d'état de choc? Cardiogénique, on est sûr que ce n'est pas ça. Septique, ce n'est pas ça. Hypovolimique, ce n'est pas ça. Il est rentré, j'ai dit, c'est 8 heures de réhydratation quand même, pourquoi est-ce arrivé là? Et même pour les états de choc, souvent arrivant à ce stade, normalement d'état de choc, souvent, il y a le neurologie qui suit. Mais celui-là, il est
Et il est bien sur le plan. Et en fait, c'est comme il nous voit et il veut nous dire quelque chose. Bon, je ne vais pas trop pour passer à d'autres. C'était une invagination intestinale. Alors, juste pour dire, je pense qu'on répétait en néonat que tout nouveau-né qui va pas mal, c'est une infection néonatale jusqu'à preuve du contraire. Et je pense que tout nourrisson qui va pas mal, qu'on n'a pas vraiment d'explication, il faut penser à l'invagination. Et c'était une invagination ilio-héliale. Alors, on appelle les chirurgiens. Alors, effectivement, l'état de choc en matière d'invagination, il est multiple, peut-être hypovolémique, peut-être obstructif, peut-être septique dans les invaginations évoluées. Tout est possible, mais dans ce cas, chez ce petit, je pense que c'était plus obstructif. Alors, c'était une invagination ilio-héliale. On avait appelé les chirurgiens. Ils avaient demandé un scanner, juste parce que, en fait, l'invagination ilio-héliale, il est beaucoup plus rare que l'invagination héliocolique. Il n'opère que s'il est secondaire. Et donc, les suites de ce petit, elles étaient bien, il avait bien évolué parce que l'invagination ilio-héliale, elle est en majorité auto-résolutive. Voilà, et il va bien. On l'a surveillé pendant 72 heures et il est sorti des urgences. Donc, invagination gastroentérite sur rotavirus avec cet aspect d'état de choc. Échographie. On avait demandé une échographie. Comme elle a dit tout à l'heure, l'intuition et le flair, et des fois, c'est comme on a un petit ange qui vient nous siffler des choses à aller chercher peut-être. Et ça posait vraiment problème, ce petit. Alors, Abdelmoumen, il est âgé de 2 ans. Il nous a été dressé pour une tuméfaction palpébrale unilatérale d'installation brutale. Alors, il toussait une semaine avant, il avait la toux, la fièvre, et il avait donc reçu une antibiothérapie. Et donc, il a installé cette tuméfaction unilatérale. Il était en détresse de 10e, avec une saturation 90 à l'air ambiant. Exactement. Et là, en fait, on ne peut pas faire le diagnostic. Des fois, quelle inspection, il faut palper. Quand on palpe, on sent très bien les crépitations neigeuses. Et vous voyez le scanner. Elle avait des foyers de condensation pulmonaire bilatérale. Elle avait le pneumothorax bilatéral, le pneumopéricarde, le pneumomédiastin. Et ça fusait même au niveau cervical, au niveau facial. Donc, dans des tableaux pareils, bien sûr, les diagnostics derrière qu'il faut chercher, est-ce que ce n'est pas des crises d'asthme, ce n'est pas le cas, l'inhalation de contre-rangée, ce n'est pas le cas, le traumatisme, ce n'est pas le cas, mais on peut avoir ça de manière spontanée sur des infections bronchopulmonaires. Alors, Hiba, c'est une fillette qui, là encore, sans antécédent particulier, elle avait un bon développement psychomoteur et qui était admise pour une gêne respiratoire. Il n'avait pas de contact tuberculeux, pas de contact avec les chiens, pas de cardiopathie, pas de syndrome de pénétration. Elle rapportait depuis donc une toux sèche traînante plusieurs jours avant son admission, qui s'est aggravée par une douleur thoracique et une gêne respiratoire, associée à un amaigrissement qui était très important et une fièvre. Alors l'admission, il était fébrile à 40,5, GSS à 15, elle était en assez bon état général, faciès grisâtre, dyspnéique, tachycarde, ton de recoloration allongée. Sa tension, il était correct, avec une PAM correcte à 76. Donc, mais à l'examen pleuropulmonaire, on avait une matité, une abolution. Donc, radio, oui, bon là, on avait hospitalisé, bien évidemment, le monitorage, remplissage, la mise en condition initiale, elle est très importante parce que là, effectivement, la petite, elle est instable sur le plan hémodynamique. Alors, la radiothorax, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il avait effectivement une opacité qui occupait pratiquement tous les mi-champs droits, mais en regard de la branche souche droite, elle avait un corps étranger. Et donc, on complète par le scanner, c'était une pneumonie obstructive compliquée de multiples abcès pulmonaires. Donc, le SOFA-score pédiatrique de cette petite, elle était à 2. Donc, on est arrivé à la maîtriser donc, avec un remplissage. Elle n'était pas en état de choc, mais c'était une situation de sepsis à point de départ pulmonaire sur un abcès pulmonaire. Donc, à point de départ pulmonaire, c'était des abcès pulmonaires, donc compliquant un corps étranger négligé, qui remontait à 3 mois. En fait, quand on a refait l'interrogatoire avec la famille, ils croyaient que c'était digestif et qu'elle allait sortir avec les selles. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas ramené la fillette. Ilyes, 10 mois, il est admis pour purpura. Donc, il est à 38,5, rhinorrhée claire, avec une éruption purpurique d'installation brutale. Alors, il était à 38,5, elle avait un bon contact, et avec ses lésions purpuriques. Purpurique ou un aspect, on a l'impression que c'est... Non, ce n'est pas une rougeole, parce que le type, déjà, c'est des lésions qui sont purpuriques.
C'est l'œdème hémorragique parce qu'on retrouve des lésions cocardiformes avec un bon état clinique. C'est vrai qu'on peut avoir la fièvre de 38-38,5 avec l'œdème hémorragique. Et donc l'urgence ici, c'est de ne rien faire. Heureusement, des fois qu'on a des cas où on est plus stressé comme celui de l'invagination tout à l'heure. Donc il avait une bonne évolution clinique au bout de 15 jours. Alors, la petite là, elle est âgée de 8 ans, donc elle n'a pas d'antécédents. D'accord. Donc fébrile à 38,8. Donc, il était hospitalisé pour fièvre plus éruption cutanée qui remontait à 3 jours. Donc il n'avait pas d'atteinte des muqueuses. Elle rapportait aussi des arthralgies des genoux et des poignets. Donc elle a ramené un bilan qui était demandé. On trouvait une lymphopénie à 1100, une CRP à 14. Alors, sur le grand écran, ce n'est pas très bien visible. Cette fillette, elle avait une éruption cutanée diffuse. Cette éruption, elle est maculopapuleuse et purpurique, qui était diffuse, avec un œdème palpébral gauche, un discret œdème au niveau de la main. La langue, elle est normale. La scarlatine, ce n'est pas un aspect d'exanthème, scarlatiniforme typique, c'est une éruption un petit peu purpurique, papuleuse, d'aspect réticulé. Elle était stable sur le plan respiratoire, stable sur le plan hémodynamique. Pas de syndrome infectieux, alors le bilan, il n'avait que la lymphopénie à 1100. Il n'avait pas de prise de médicaments, non, c'est pas... Non, c'est pas une rougeole. Kawasaki, pas vraiment. L'éruption ne suit pas. La fièvre, il est resté fébrile, c'est vrai, on a pris à 72 jours de fièvre. CRP négatif. Il n'a pas pris de médicaments, c'est pas un Dress syndrome. Alors, c'était un parvovirus. Donc, pensez aux des éruptions purpuriques, d'aspect réticulé, à demander une sérologie de parvovirus. Pardon ? Il n'y avait pas d'anémie, non, pas d'anémie, que l'éruption cutanée. C'était purpurique. À la vitropression, ça ne s'efface pas. C'est vrai que sur les images, ce n'est pas très clair. Donc là, l'évolution de la petite, qu'elle va très bien. Un autre cas d'éruption cutanée, c'est une dermatose, une éruption cutanée bulleuse. Un Stevens-Johnson, effectivement, on peut l'évoquer. Sinon, il n'y a pas de prise de toxique, là encore de prise de médicaments. Le diagnostic différentiel du Stevens-Johnson, c'est l'érythème polymorphe majeur, et c'est un érythème polymorphe majeur dans sa forme bulleuse. Alors là, effectivement, le bon état général, elle avait cette éruption cutanée bulleuse, mais il faut vraiment chercher. Alors, elle a appliqué l'éosine et ça complique un petit peu les choses. Mais l'atteinte, elle est surtout acrale au niveau des mains, au niveau des pieds, avec l'atteinte au niveau palpébral, l'atteinte génitale, l'atteinte buccale. Et là, vous voyez, là, il faut chercher au sein de ces lésions la lésion typique, la cocarde typique au fait de l'érythème polymorphe. Alors, le centre, il est bulleux, avec cette zone, la deuxième au centre qui est claire, et puis toute la périphérie qui est érythémateuse. Et donc, c'était un érythème polymorphe majeur, post-infectieux, parce que l'interrogatoire, on a trouvé effectivement, vous trouvez une semaine avant qu'il toussait, donc on l'avait mis sous macrolide, et avec une très bonne évolution clinique. La sérologie mycoplasme, vous l'avez faite? Non, je n'ai pas faite. Parce que je suis sûre que c'est mycoplasme. Oui, c'est le vulve. Non, c'est le premier épisode. C'est le premier épisode. C'est vrai qu'on a des patients qui font ça, il faut penser à l'herpès, mais là, c'était symptomatologie respiratoire, éruption, sauf que cet aspect bulleux, ça prêtait un peu à confusion avec le diagnostic différentiel, comme a dit notre collègue, le Stevens-Johnson, mais Nikolsky négatif, la cocarde typique, le bon état général, on n'a pas trouvé de prise médicamenteuse, ça nous oriente et ça nous rassure vers un érythème polymorphe et qui a très bien évolué sous macrolide. Oui, et donc... Tu as fini. D'accord, merci. Donc, c'est juste pour dire que les éruptions fébriles, c'est toujours un défi diagnostique parce que là, ça peut aller d'une urgence vitale à une simple virose. Et je vous remercie.
Merci à nos 3 oratrices pour la clarté et la qualité de leur présentation. Je pense que ça a été discuté au fur et à mesure et on va nous arrêter la séance pour passer à la pause café. D'accord. Juste une information, donc en même temps que la pause café, il y aura donc une séance de signature du livre, comme je l'avais annoncé hier. Donc il y a professeur Benjelloun, professeur Latmani, et il y a le livre de professeur Chli, donc à votre disposition. Chli ne sera avec nous que demain, mais son bouquin il est disponible, donc les auteurs ils sont là pour signature. N'hésitez pas à visiter les stands. Oui, professeur Madani, il est parti. Il est là? Film Madani.